C'est donc la parution encore récente du livre de Cengiz Aktar, ici présent, Le Malaise turc, qui est paru aux éditions En Printemps présent. Livre d'ailleurs qui a été sélectionné pour le prix du livre de géopolitique 2021, prix de l'Assemblée nationale. Donc c'est donc ce livre de Cengiz qui nous donne l'occasion de notre rencontre ce soir, où il sera question de la situation en Turquie, de ses évolutions récentes et de l'avenir de ses rapports avec les pays de l'Union européenne, dont la France, bien sûr. Et les deux intervenants de cette rencontre sont donc Cengiz Aktar, qui est économiste, politologue, qui a beaucoup œuvré à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, sans succès, et qui est actuellement professeur invité à l'Université d'Athènes et qui interviendra tout d'abord pendant une vingtaine de minutes. Puis ensuite, nous donnerons la parole à Hamit Bozarslan, qui est lui historien et politologue, spécialiste du Moyen-Orient. J'en profite d'ailleurs pour vous annoncer, je crois, il confirmera la parution de son prochain livre dans une dizaine de jours à CNRS Éditions. Le titre de ce livre, c'est L'antidémocratie au XXIe siècle, avec un sous-titre Iran, Russie, Turquie. La Turquie s'était longtemps tournée vers l'Occident, semble s'en détourner, et c'est malheureusement réciproque. La question, c'est comment en est-on arrivé là? Comment gérer aujourd'hui cette situation? Et voilà, donc je voulais, évidemment, je ne vais pas parler du livre, je ne vais pas parler du malaise turc, mais je voudrais parler du dilemme turc ou du paradoxe turc et lancer le débat là-dessus. Alors, aujourd'hui, la Turquie n'est plus du tout considérée comme une démocratie, même imparfaite, c'est de la palissade. Elle est qualifiée d'autoritaire, totalitaire, fasciste, en tout cas comme une non-démocratie. Pour reprendre la formule de Hamid dans son livre donc, qui va paraître incessamment sous peu, une antidémocratie. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. En revanche, cet état des choses n'a été en rien la suite logique d'une dynamique négative. C'est quand même une curiosité. Hein. Il n'y avait pas de défaite militaire, il n'y avait pas de coup d'État, il n'y avait pas de convulsion sociétale ou une grave crise économique comme dans les totalitarismes européens bien connus du XXe. Alors, tout au contraire, la Turquie non démocratique aujourd'hui, eh ben, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, donc je dirais entre 1999 et 2013, un pays modèle. Hein, l'étoile montante, le success story, comme disaient les anglo-saxons, le chouchou des politistes de tous bords. Hein, tous les indicateurs étaient au vert et il n'y avait pas de raison apparente pour que, dans les conditions données, ça ne continue pas. Alors, je voudrais rappeler brièvement, et c'est non exhaustif bien sûr, ce que c'était la Turquie il n'y a pas longtemps. L'avènement de l'islam politique qui était respectueux des libertés fondamentales, tout en injectant une dose de religion dans la place publique, annonçait, chose extraordinaire, une modération de la tradition laïciste, voire laïcarde, radicale, qu'on a connue depuis 1923, depuis la création de la République. Donc, c'était une garantie pour la paix sociale. Alors, le même islam politique, qui n'était pas impliqué dans la mise en place du grand principe unitaire de la République et de la nation, eh bien, n'était pas intimidé pour parler et laisser parler les autres ethnies sur la place publique. Ça aussi, c'était inouï, on n'avait jamais vu ça. Donc, par exemple, bien qu'ils sont pas aboutis, n'ont pas abouti, mais les pourparlers de paix avec les. Idem pour les victimes premières de la nation, hein, les non-musulmans. Le travail de mémoire par rapport au passé douloureux, très douloureux, a démarré sous le gouvernement de cet islam politique, hein, qui a laissé faire. Bon, il n'était pas enchanté, mais il a laissé faire. Alors, le plus significatif de ces travaux, bien sûr, ça touchait les Arméniens,
à comparer avec l'explosion d'hystérie depuis la déclaration américaine de jeudi dernier, hein, eh bien, le mot tabou de génocide n'était plus réprimé, hein, il y a encore 10 ans. On a commémoré le génocide en public pour la première fois en 2010. Ça ne fait que 10 ans, 11 ans. Alors, réunions académiques, recherche, publication, visibilité, et pas seulement au sujet des Arméniens, et les Grecs, les Syriaques, et bien, tout ça, c'était devenu presque normal. Le tout avec un arrière-fond de candidature à l'Union, comme l'ultime et peut-être logique étape de l'occidentalisation vieille de 2 siècles. Alors, contrairement à ce que le pays a subi depuis la création de la République en 23, à savoir une modernisation à l'occidental, ça aussi c'était nouveau, donc une modernisation à l'occidental imposée par le haut, pour la première fois, avec la dynamique de la candidature, la société turque eh bien, avait eu la chance de se prendre en main, hein, sans tutelle, grâce aux normes et standards européens. Ça aussi, c'était du jamais vu. Eh bien, c'était valable, et ça, ce que je viens de dire, était valable aussi pour les élites politiques, hein, lorsqu'on a vu apparaître d'autres têtes issus de l'exode rural ou carrément du fin fond de l'Anatolie, comme les nouvelles élites, hein, pas forcément en conformité avec les élites occidentalisées au pouvoir, hein, depuis même avant la République. Donc en fait, la candidature européenne a bel et bien gonflé les voiles de la société civile, si je puis dire, qui a achevé des choses jusque-là inouïes. Alors, on comparait, les historiens comparent de la période récente, évidemment, retrouvent cette période avec, compare avec les périodes, avec les réformes de la période du début de la République, hein, qu'on appelait les révolutions. Mais là, une grande différence, là, aujourd'hui, là, il y avait un bonus, c'était l'implication et l'émancipation au sens de empowerment, hein, très visible de la société civile. Économiquement parlant, et il faut en parler parce que c'est important, eh bien, les équilibres macroéconomiques étaient tout à fait adéquats. Bon, le travail avait commencé avant sous le gouvernement de la coalition déjà en 2000, 99-2000. Les investissements directs étrangers affluaient, le pays faisait la connaissance avec la consommation de masse. L'industrie, tout en étant un peu poussive en matière de haute technologie, ne se portait pas si mal, et les normes européennes continuaient à transformer non seulement l'économie, mais toute activité touchant de près ou de loin la vie d'une société ou d'un citoyen. Donc, encore une fois, du jamais vu, et en plus, ça durait. Hein. Donc, les relations avec les voisins, ben, ils se déroulaient sous la devise de zéro problème. Il ne faut pas oublier. Donc, le pays était montré comme modèle aux voisins arabes qui étaient en ébullition. Les soft opéras turcs essaimaient le monde. Les ambassades turques et les vols de Turkish Airlines démultipliés. Les instituts Yunus Emre, hein, à l'étranger se montrer à côté de leurs pairs européens, donc vraiment une visibilité, une présence turque. Et ben cette Turquie-là, sous la direction de l'islam politique, candidate à l'Union européenne, objet de convoitise et d'intérêt grandissant de la part des milieux politiques, économiques, académiques, journalistiques dans le monde entier, hein, avait même fini par faire inventer une notion politique nouvelle, la démocratie musulmane, hein, faisant le pendant évidemment à la démocratie chrétienne et surtout en faisant coexister deux concepts, c'est-à-dire démocratie et islam, eh bien, considérés jusque-là antithétiques. Hein. Eh bien, ce conte de fées a très mal fini. Hein. Tous les indicateurs, sans exception, ont viré au rouge. Et là, voilà le dilemme dont je voudrais vous parler et lancer le débat là-dessus. Alors, comment une telle entreprise
s'est saboté corps et âme sans que personne puisse réagir. Donc les tenants du pouvoir, bien sûr, l'opposition, la société et les partenaires européens. Alors, pourquoi le pouvoir s'est décomposé à un tel degré et à une telle vitesse, entraînant dans son agonie la société entière? Alors, comment expliquer ce paradoxe, cette curiosité politique où il n'y avait aucune raison apparente pour que les choses se détériorent à ce point? Et pour prendre aujourd'hui la tournure cauchemardesque que nous connaissons tous et que nous lisons tous, que certains vivent, ils sont là. Alors, c'était une des raisons pour lesquelles, pour moi en tout cas, pour me pencher sur le malaise que je définis entre autres comme étant le lot d'une société ballottée, tiraillée, écartelée entre les entités constituantes, à savoir la nation, l'État, l'Empire, l'Occident et la religion. Alors, donc, je vais vous proposer rapidement de voir quel a pu être le rôle respectif de ces socles, de ces sous-bassements pour empêcher la poursuite du processus que je viens de décrire brièvement, lancé au début du millénium, il n'y a pas très longtemps, et de l'inverser de façon à assurer, au contraire, la descente aux enfers de la Turquie. Alors, voilà quelques hypothèses. Alors, par rapport à la nation, commençons par la nation, elle s'est faite à travers un nettoyage ethno-religieux de 30 ans, comme vous savez, tous certainement, de 1894 à 1924, qui a donné lieu à une nation totalement artificielle et supposée homogène, dont la consolidation a nécessité la mise en place d'une culture d'irresponsabilité et d'impunité face aux crimes. Le nettoyage ethno-religieux, c'est une culture qui est devenue un leitmotiv de la politique turque. De même, cette nation-là, présumée homogène et unitaire, a eu beaucoup de mal à accepter l'hétérogénéité que supposait la solution, en particulier du conflit kurde qui pointait à l'horizon. D'où l'événement d'un terreau de résistance qui a traversé d'un bout à l'autre toute la politique et a bloqué toute solution. Et ça, c'était, je crois, fondamental. En fait, les prémices de la nation, de vieille d'un siècle, semblent être bien plus durables et pérennes que l'on a pu croire un court instant. Elle est bel et bien là, la nation turque. L'État, on dit que vers 2004, c'était les fameux procès Ergenekon et Balyoz pour les chefs militaires donc conspirateurs. Eh bien, il paraît, on a avoué pendant ces procès-là que ces fameux garants antédiluviens de l'État auraient demandé expressément au Premier ministre Erdogan, à l'époque, de mettre la pédale douce en matière d'harmonisation législative avec l'acquis communautaire, c'est-à-dire avec l'Union européenne. Ce n'est pas du tout surprenant lorsqu'on sait que les normes, standards, principes et valeurs ne sont pas si coutumiers en Turquie. Ça, ce n'est pas une surprise. Et par rapport aux normes en vigueur, comme le centralisme, le centralisme de l'État turc, le non-partage du pouvoir, le système unitaire, très proche du système français, et les tenants de l'État, militaires comme civils d'ailleurs, donc en l'occurrence le CHP, le parti de l'opposition, ont souvent montré leur désaccord sur la question de transfert de souveraineté qu'impliquait l'Union européenne. Ça, c'était un peu l'épée de Damoclès qui pendait au-dessus des réformateurs islamistes de l'époque. Alors, troisième grand groupe, grosse entité, évidemment, la religion. Je caricature, bien sûr, on peut parler, on peut dire on peut prendre ça autrement, mais la religion, en l'occurrence l'islam turco-sunnite, eh bien, de credo malmené sous le kémalisme, il s'est mué en l'idéologie politique du majoritarisme turc. Et la rancœur par rapport au passé kémaliste
et le vieux courant anti-occidental qui a toujours existé en Turquie depuis le début du 19e ont fini par se transformer en vengeance comme forme d'action politique au fur et à mesure que le parti au pouvoir perdait de sa collégialité de départ et se concentrait autour d'Erdogan, qui utilisait la religion à l'adresse des masses pour les galvaniser. Il continue encore à faire ça, à défaut d'autres motivations. Et là, la rupture idéale avec l'Occident chrétien, forcément, qui en découle, s'est transformée en une désoccidentalisation qui a presque inversé par la force la dynamique de ces 2 derniers siècles. Alors, l'Empire, les vieux démons, ils n'ont pas tardé à revenir une fois que le pays était sous les feux de la rampe. Le rêve ottoman, l'ancienne puissance perdue, retrouvée à présent, sont devenus les vecteurs d'une surconfiance qui a déchaîné les aventures étrangères. Hélas, parti pour enlacer et régenter, bien sûr, le Moyen-Orient, le régime a fini dans les bras de son assabiya, de sa tribu sunnite, modèle pour la modernisation de l'Ivan qu'il était. Eh ben, il s'est lui-même ivanisé, en fait. Donc, il devait moderniser les frères musulmans, ben, il s'est lui-même frère islamisé. L'Occident, on peut en parler, j'en parle beaucoup dans le livre, ses rapports difficiles avec l'Empire ottoman, la Turquie, eh bien, quant à lui, il n'a pas voulu jouer le jeu, ni un rôle encourageant, avoir une position visionnaire dans ce renouveau turc. La Turquie était considérée même enseigne que la Lettonie, c'est pas pour minimiser nos amis lettons, mais c'était un gros morceau. Et ben on n'a pas pris la peine d'y réfléchir davantage. Et bien, cet Occident était coincé dans ses vieux préjugés anti-islam et anti-turcs, il faut le dire maintenant, enracinés dans toutes les strates des sociétés occidentales. Alors, et finalement, le rôle des acteurs à proprement parler. Je crois que dans la lignée de Castoriadis, je dirais que Erdogan, bien que pur produit du système, ça ne fait pas l'ombre d'un doute, est à lui seul un facteur de délitement et du chaos actuel, particulièrement à travers son soif de pouvoir et d'argent. Il a été une référence de corruption dans une économie où le gâteau gonflait et grossissait de jour en jour. J'ai rappelé le succès économique. Eh bien, et la façon de faire dictatoriale et la kleptocratie généralisée qui dit la Turquie d'aujourd'hui, eh bien, lui doit beaucoup. Et d'ailleurs, la violente tourmente de 2013, qui est quand même une date importante dans le saga, eh bien, 2013, suite au soulèvement de Gezi, ce soulèvement visait directement son pouvoir politique. Et les révélations de décembre en fin d'année sur la méga affaire de corruption qui visait ses ministres, lui, sa famille, etc., ça visait son argent comme révélatrice. Donc vraiment, la personne de Erdogan y est, je crois, pour pas mal dans l'état des choses. Alors en somme, et là je termine, les vieilles habitudes en tout genre, en Turquie comme en Occident, ont été solides. Et on finit par prendre le dessus devant la passivité générale de la population, du microcosme politique qui n'a rien vu venir, pour à la fin faire capoter ce que j'appelle le conte de fées. Et là, le futur me paraît fort incertain, tellement les institutions au sens large du terme, c'est la première fois que ça arrive, sont atteintes et la société sous le choc. Voilà. Voilà mon dilemme, mon paradoxe turc, Denis.
Merci, merci Cengiz. Notez bien toutes vos questions sur le chat si vous voulez en poser. On les posera à la fin de l'entretien avec Hamid Bozarslan, à qui je donne à présent la parole. Donc, en tout cas, je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui ici pour saluer déjà ton livre, qui est un livre extrêmement tendu, qui porte effectivement toute l'attention de la Turquie, à la fois dans son histoire longue, mais aussi au cours de ces 2 dernières décennies, notamment les dernières années. Tu as insisté beaucoup sur le paradoxe turc ou le dilemme turc, mais je reprendrai le titre de ton livre, Le malaise, parce que je pense qu'effectivement là, il s'agit d'un mot fort. Il s'agit d'un mot fort, c'est un mot freudien. Le malaise dans la culture, qui en réalité n'est pas dans la culture allemande. D'ailleurs, Freud ne partageait pas cette vision, mais dans la civilisation. Et Freud soulignait bien que quand il y a malaise dans une partie du monde, dans la civilisation, il s'agissait là du malaise dans la civilisation tout court. Mm. Et donc, ce terme de malaise me paraît très, très important. Et pour Freud, qui partait effectivement d'un modèle grec, ce malaise découlait aussi d'un déséquilibre total entre le thanatos et l'éros. Et je partirai de ça. Les Grecs avaient une très grande sagesse politique, mais qui n'ont pas su mettre en œuvre eux-mêmes, à preuve la guerre de Péloponnèse, qui a débouché sur la destruction de la civilisation dans l'espace grec. Et on voit que chez les Grecs, tout marche en tandem ou en binôme. Thanatos, qui est dieu de la mort, coexiste avec Eros, qui n'est pas que dieu de l'érotisme, mais qui est dieu de la vie tout court. En deuxième lieu, viennent Kairos et Chronos. Chronos, qui est le dieu de temps institué, le temps fait, et Kairos, qui est le dieu qui bouscule le temps institué pour transformer le moment opportun en moment d'action et d'intervention. C'est le moment, c'est Dieu de la volonté et de la brutalité. Et arrive finalement hubris et nomos, hubris, ce sentiment de démesure, ce sentiment de se prendre pour des dieux, et ce sentiment effectivement de ne plus se sentir sur terre, et nomos, qui invite au contraire à la modération. Et tu as montré combien à un moment donné, dans l'erdoganisme, dans la formation d'erdoganisme, on a assisté à cette idée qu'il n'y avait plus aucun obstacle, que la voie était ouverte, que l'opportunité pouvait l'emporter sur le temps institué, que la volonté pouvait brutaliser l'histoire et qu'on pouvait, à partir de ce moment de brutalisation, recréer quelque chose. Et plus les démocraties ont capitulé, la Russie aussi d'ailleurs par rapport à la Turquie, plus on a vu ce sentiment d'hubris se démultiplier, s'intensifier, et plus Eros a cédé place à Thanatos. Et aujourd'hui, on vit effectivement le règne de Thanatos. Ce règne de Thanatos est amplifié par la crise du coronavirus, mais quand on voit la destruction des villes kurdes au Kurdistan de Turquie, quand on voit la transformation de Afrin en une sorte de djihadistan en Syrie, quand on voit ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh, on voit combien effectivement il y a désormais cette omniprésence cette omniprésence de la mort. Thanatos règne en quelque sorte en maître, mais ce faisant montre inévitablement aussi ce que les Grecs craignaient, le némésis. Ça veut dire à un moment donné le moment de vengeance. Et je crois que ce moment de vengeance est venu à un prix très très lourd pour la société, pour le régime lui-même aussi, parce que le régime n'a plus les moyens, les instruments de sa propre rationalité. Le régime s'est totalement désinstitutionnalisé. Le régime désormais se base sur un double principe, c'est qu'on appelait en Allemagne nazie le Führerprinzip, ça veut dire effectivement le guide, mais derrière ce guide, il y a, tu l'as mentionné aussi, il y a une kleptocratie, il y a une polycratie qui est là, et la polycratie qui ne vient pas d'une tradition islamiste, tu ne l'as pas souligné, mais qui vient effectivement d'une tradition d'extrême droite, ou voire de kémaliste, radicalise le système, depuis ses marges, mais qui investit aussi le système depuis son centre. Et je crois que cette idée d'hubris montre aussi pourquoi le prix est très lourd, y compris en termes économiques, parce que la croissance économique des années 2000 était finalement une croissance basée exclusivement sur la spéculation, avec des retombées considérables sur la société, mais la part de la spéculation a été très importante, et à preuve, il y a 10 fois plus
de constructeurs de travaux bâtiments, de travaux et de bâtiments publics, privés et publics en Turquie que dans la totalité de l'Union européenne. Et on voit comment une telle économie qui était basée sur la spéculation, sur la rente, sur le partage de la rente, sur le transfert des centaines de milliards de dollars de l'État vers ses constructeurs, ses contractuels, a débouché aujourd'hui sur une catastrophe économique, et cette catastrophe économique ne peut que s'amplifier. Et tu as mentionné un point qui était très, très important, ce refus de responsabilité, et on sait combien dans la philosophie politique d'Aristote à Hannah Arendt, le sentiment de responsabilité est absolument nécessaire. Tu ne peux pas être libre si tu n'as pas la notion de responsabilité. Or, on sait, dans la tradition islamique, cela s'est prouvé, et Abdullah Larouille l'avait souligné, que dès qu'on se place dans la perspective d'une mission historique à accomplir, reconstituer effectivement la nation turque dans sa pureté ontologique pour lui permettre de regagner sa grandeur historique, c'est un projet absolument utopique, mais qui est défini comme une mission historique par Erdogan. Quand tu as une telle mission historique, tu n'as plus la notion de responsabilité. Il y a cette idée effectivement de la destruction même de la responsabilité, et on le voit d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Les génocidaires de 1914-1918 qui ont détruit aussi l'Empire ottoman, on nous ont laissé énormément de mémoires qui ont été rédigées après la guerre, et dans ces mémoires-là, ils disaient, nous avons été missionnés par l'histoire, nous avons échoué, mais ce n'est pas nous qui avons échoué, c'est l'histoire qui finalement a échoué, c'était la roue de la fortune qui a mal tourné, et je crois qu'aujourd'hui, de nouveau, on est dans ce processus. Il y a un deuxième point qui me paraît très important, et là, je cite Yachar Kemal que tu mentionnes dans ton livre. Yachar Kemal disait « Aucun autre oiseau ne peut s'abriter dans un nid que le propriétaire a dû fuir. Celui qui détruit un foyer ne peut avoir de foyer. Dans la terre de la cruauté, ne s'épanouit que la cruauté. » Et je crois que cette phrase qui vient d'un roman de Yachar Kemal est très, très importante. Et ça nous permet aussi d'aller peut-être au-delà de l'éphémère, au-delà des décennies Erdogan, pour saisir cette fois-ci ce qui se présente comme éternel. Et cet éternel, tu l'as absolument bien montré, ne date pas de 1915, mais date de 1894-96, voire des premières révoltes qu'on peut observer au lendemain des Tanzimat, donc ces réformes de réorganisation de 1839. Et cela m'amène peut-être à cette idée de Ziya Gökalp. Ziya Gökalp, le père fondateur du nationalisme turc, et je crois que la Turquie kémaliste a été gökalpienne, la Turquie post-kémaliste demeure gökalpienne. Et qu'est-ce que c'est la théorie de Ziya Gökalp? Qu'est-ce que c'est ce nationalisme? Bon, pour Ziya Gökalp, il faut d'abord abattre le libéralisme. Le libéralisme est considéré comme l'ennemi par excellence de la nation turque. Pour lui, il est évident que la nation doit être unie, organique. Il déteste la théorie des droits humains, la doctrine des droits humains qu'il définit comme un microbe. Pour lui, le citoyen n'existe pas, l'individu n'existe pas, il n'y a pas de droits, il n'y a que des devoirs. Et ces devoirs sont dictés au sujet depuis l'extérieur. C'est une voix qui vient du haut. Pour Ziya Gökalp, la nation est un oiseau femelle, et l'État est un oiseau mâle. Et Ziya Gökalp fixait trois objectifs à la nation turque. La turcification, parce que pour Ziya Gökalp, la nation turque n'existait que par son essence, par son ontologie, une ontologie inaliénable, inaltérable dans la durée. L'islamisation, parce que sans islam, la nation turque ne pouvait pas avoir une frontière. L'islam, pour lui, était avant toute autre chose une frontière ethnique. Mais l'islam, peut-être dès sa fondation, s'est imposé comme une frontière ethnique. Et là, je crois qu'il faudrait quand même qu'on ose aussi critiquer l'islam au sens critique du terme. Donc, l'islam en tant que frontière, mais l'islam aussi en tant qu'un système de valeurs disciplinaires. Donc, l'islam comme dispositif disciplinaire. Et l'occidentalisation ou la contemporanéisation, je reviendrai sur ça, la contemporanéisation non pas à une Europe libérale, mais à une Europe illibérale. Et pour Ziya Gökalp, il y avait une sorte de culte sang
est pour lui la grandeur de la nation, le bonheur de la nation, la construction de la nation ne pouvait se réaliser qu'à condition de réduire l'ennemi en ruine. Donc, il y avait cet établissement, cette équation entre la destruction de l'autre, la terre de l'ennemi se transformera en ruine, et la Turquie se grandira, deviendra Touran, l'empire touranique. Donc, cette idée de l'impassible civilisation partout, impassible coexistence, impassible paix est constante dans le discours de Ziya Gökalp. Mais il y a aussi un deuxième élément qui intervient. La nation turque ne peut être que turque. Certes islamique, certes occidentalisée, mais turque où tout deviendra turc. La langue deviendra le turc. L'économie deviendra le turc. Les chemins de fer sera turc. Les arsenaux sera turc. Et seulement dans cette Turquie que le turc peut avoir une nouvelle vie. Et cette idée de nouvelle vie qui obsède d'ailleurs les pensées totalitaires entre les deux guerres est absolument centrale chez Ziya Gökalp. Et ce n'est pas du tout par hasard qu'Erdogan évoque aussi l'idée de nouvelle Turquie. Et cela m'amène à ce point d'occidentalisation et de désoccidentalisation. J'aime beaucoup ce thème de désoccidentalisation, mais cela nous permet aussi de réfléchir peut-être à la question de qu'est-ce que c'est l'occidentalisation. Et pour aller un peu dans un sens un peu provocateur, je dirais que l'Occident d'aujourd'hui s'est créé sur les ruines de l'Occident d'hier. L'Occident des années 1870 et 1945 était un Occident où le social-darwinisme était érigé en doctrine scientifique ultime. Qu'est-ce que ça veut dire le social-darwinisme? Le social-darwinisme prône le fait que les nations sont des espèces, en guerre les unes contre les autres pour la survie et qu'il n'y a pas de place pour toutes les nations, certaines doivent disparaître. Qu'est-ce que ça veut dire l'Occident d'entre les deux guerres, par exemple? C'est cet Occident où on explique très doctement que la chimie française n'a rien à voir avec la chimie allemande et que la physique allemande est certainement totalement aliénée à la nation française. Et y compris un très grand esprit humaniste qui est germanophile, comme Elie Alevi, pense que la science française est irréductible à la science allemande. Et l'Occident d'aujourd'hui s'est construit sur la destruction de cet Occident d'hier. Et la question que la Turquie a aujourd'hui, c'est que la Turquie reste dans cet Occident d'hier. Et à la limite, il faudrait que la Turquie se désoccidentalise par rapport à cet Occident pour pouvoir intégrer l'Occident qui s'est construit graduellement, avec beaucoup de violence, avec beaucoup de doutes, avec beaucoup d'incertitudes. Et cette construction continue aujourd'hui après la Deuxième Guerre mondiale. Bien sûr. Et je crois qu'effectivement, l'une des raisons pour lesquelles la candidature de la Turquie ne pouvait pas déboucher, c'est que la Turquie refusait de sortir, la Turquie, y compris d'Erdogan, refusait de sortir de cet ancien Occident pour intégrer l'Occident d'aujourd'hui, qui est un Occident indéterminé. Dans l'Occident d'aujourd'hui, et dans l'Occident, y compris d'il y a 40 ans, l'homosexualité était interdite. Aujourd'hui, c'est l'homophobie qui est interdite. Donc, on voit combien, y compris en Occident, la question du droit n'est pas posée une fois pour toutes. L'Occident qui s'est construit à partir de 1945, c'est un Occident de Hannah Arendt, le droit d'avoir des droits, ça veut dire le droit de contester le droit, de construire le droit, de dire le droit, de se transformer en constructeur de droit, en législateur. Or, si c'est la nation qui est législatrice, plus que Dieu dans le cas d'Erdogan, eh bien dans ce cas-là, effectivement, la possibilité de construire le droit devient impossible. Mais le troisième point, et je crois que là, tu l'as très bien souligné, il n'y avait pas de fatalité à cela. Nulle part il y a une fatalité à cela. Et on a l'impression qu'effectivement, on est en face d'une histoire qui se répète. En 1991-92, on pensait que le moment de la démocratisation était venu et que les anciennes victimes du régime allaient démocratiser la Turquie. Cela s'est traduit au contraire par une recrudescence de la répression et par la constitution des squadrons de la mort, des escadrons de la mort. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. La question qu'on peut se poser, c'est la question de Victor Hugo, qui disait dans son morne ennui, le temps a fait de l'opprimé d'hier l'oppresseur d'aujourd'hui. Comment on peut cesser effectivement ce cycle
Pourquoi effectivement l'opprimé d'hier devient systématiquement l'oppresseur d'aujourd'hui. Et je crois que pour répondre à cette question-là, voilà, tu l'as très bien souligné, il faudrait faire face à cette histoire-là. L'histoire de l'Empire ottoman, l'histoire de l'Empire ottoman depuis sa fondation, l'histoire de l'Empire ottoman depuis les réformes du 19e siècle, l'histoire de l'Empire ottoman depuis ces grands massacres des Arméniens de 1894 et 95-16, et interroger la culture politique turque. Là, tu l'as très bien souligné aussi. Ça veut dire quoi, interroger la culture politique turque? La culture politique turque se base sur cette question-là, comment la Turquie s'est délivrée. Délivrée de qui? Des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'extérieur. La Turquie d'aujourd'hui ne sait pas que ce n'est pas l'Occident qui a attaqué la Turquie pendant la Première Guerre mondiale, mais que le gouvernement ottoman est entré en guerre de son propre chef, sans provocation aucune, que la Russie ne voulait absolument pas de cette guerre, ni l'Angleterre ni la France. La Turquie d'aujourd'hui ne pense pas, ne sait pas que la Première Guerre mondiale avait été aussi une guerre occidentale, européenne, voire une guerre d'abord européenne, des passions nationalistes européens qui ont débouché sur la destruction de la civilisation en Europe. La Turquie d'aujourd'hui ne sait pas que la Turquie de l'époque était l'alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. Et la Turquie d'aujourd'hui pense que la Première Guerre mondiale n'avait qu'un seul objectif, la destruction de la Turquie. Et la Turquie d'aujourd'hui ne pense pas que l'histoire puisse avoir un autre sens que comme la guerre de l'humanité contre la Turquie. Donc voilà, effectivement, toute cette question, toute cette obsession est à montrer cette nation fragile et qui devient la nation en colère. Cette nation fragile ne se pose que la question de comment je me suis émancipé, comment je me suis délivré et pourquoi je dois être en permanence dans ce contexte de délivrance à venir et non pas du tout comment j'ai été fondé. Or, je pense qu'effectivement, le jour où on se posera cette question de comment j'ai été fondé, sans doute on fera beaucoup de chemin. Mais il y a encore un autre point qui est à la base des Lumières. C'est le renoncement à toute supériorité. La démocratie ne peut pas exister sans une ligne de 4 routes en permanence. Et qu'est-ce que ça veut dire, le renoncement à toute supériorité? Ça signifie que la croyance n'est pas supérieure à la non-croyance. Ça signifie qu'une religion n'est pas supérieure à une autre religion, qu'une confession, fût-ce le sunnisme, n'est pas supérieure à une autre confession, qu'une nation, fût-ce la nation turque, n'est pas supérieure à une autre nation, qu'un genre, pour ne pas le dire, la masculinité n'est pas supérieure à la féminité, qu'une orientation sexuelle n'est pas supérieure à une autre orientation sexuelle. À la base des Lumières, il y a ça. À la base du projet de Kant, il y a ça. Et je crois qu'effectivement, tant qu'on n'arrivera pas à ce point, à cette nuit de 4 routes, à ce renoncement permanent des supériorités, sans doute on ne pourra pas voir l'avenir. Donc merci Hamid pour cette intervention très éclairante et très riche d'un point de vue philosophique que politique. Donc pour la suite, il n'y a pas énormément de questions sur le chat. Vous pouvez continuer à en poser. Peut-être je vais redonner un instant la parole à Cengiz qui souhaiterait peut-être dire quelques mots sur ce qui a été exprimé là récemment. Pour comment tu as ressenti ce qui était dit là? Est-ce que tu l'approuves? Est-ce que tu le critiques? Parce que je croyais, j'ai parfois entendu en fait dans le propos de Hamid que l'échec de la Turquie en Europe était déjà inscrit presque en germe et était incontournable et semblait donner raison à tous les turco-sceptiques de l'époque. Donc, ça a été corrigé un petit peu après, mais cette impression, je l'ai eue dans le propos que j'ai entendu là. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est le deuxième point, mais le premier, il a vraiment il a brossé un tableau de philosophie politique par rapport à, donc, à ce relationnel extrêmement difficile qui existe depuis l'ère du temps entre l'Empire ottoman et l'Occident, et aussi cette transformation pénible de l'Empire ottoman avec l'occidentalisation du début du 19e, qui est en fait une perte de sens colossale et dont on y est encore. Hein, on y est encore. Tous les fantômes donc d'avant
l'occidentalisation, donc du 18e, tourne autour de la Turquie et dans les têtes des dirigeants, avec beaucoup de lacunes, bien sûr. Non, je crois que Amit a vraiment brossé un tableau très complet par rapport à ce malaise, hein, à ce malaise et ce malaise qui est là pour rester, malheureusement. Par rapport à l'Europe, comme tu as souligné, eh bien, c'est vrai que, alors, moi, je donnerai un exemple très concret là-dessus. La Turquie a été acceptée dans toutes les institutions post donc 1945 européennes et pas seulement européennes, atlantiques, atlantistes, eh bien, dont le Conseil de l'Europe. On dit que donc elle a été membre fondateur. C'est pas vrai. Le Conseil de l'Europe a été créé en mai, la Turquie a été acceptée avec la Grèce en août, mais enfin, c'est pas grave, ils étaient là tous les deux au début. Et en 89, lorsque l'Empire soviétique a éclaté, eh bien, il y avait toute une série de programmes organisés, orchestrés par le Conseil de l'Europe pour ramener dans le giron démocratique de l'Europe occidentale, eh bien, tous ces pays rescapés du monde soviétique. À l'époque, eh bien, on avait proposé, parce que la Turquie n'allait pas mieux, hein, bon, bien qu'elle ait été membre fondateur, eh bien, on avait proposé les mêmes projets, les mêmes training à la Turquie. Ils ont dit, ah non, 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 mais nous, on est déjà démocrates, on est déjà européens, on n'a pas besoin. Et aujourd'hui, on voit les dégâts. Mais je crois que l'Europe de post-45 et surtout l'Union européenne, ce grand projet qui a beaucoup de lacunes, mais qui reste quand même un projet important dans la mesure où les Européens ne s'entretuent pas, eh bien, coexistent sans s'entretuer. Eh bien, ce projet, je crois que la Turquie, c'est vrai, ne l'a pas comprise. Parce que la Turquie est restée, donc, surtout avec les réformes kémalistes, est restée dans un giron occidental, non de l'être, mais du paraître. C'est de ça que je parlais dans ma thèse de doctorat il y a 40 ans. On y est encore. Vraiment, et encore aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, c'est quand même fantastique, il y a un couvre-feu de 17 jours pendant le Ramadan et le régime en a profité pour interdire la vente d'alcool. Eh bien, tous les Turcs blancs, comme on les appelle maintenant, qui sont dans l'opposition, mais qui approuvent toutes les atrocités que l'armée turque avec les djihadistes sont en train de commettre donc en Syrie, en Irak, partout dans le Kurdistan, donc turcs, irakiens et syriens, eh bien, ces gens-là se sont révoltés parce qu'on a interdit la consommation de l'alcool pendant 17 jours. Les mêmes personnes n'ont jamais ouvert la bouche contre ces atrocités et encore moins et en revanche, ils ont bien ouvert la bouche contre la déclaration de Joe Biden jeudi dernier, qu'il a qualifié, qui a appelé un chat, c'est-à-dire qui a appelé le génocide des Arméniens, eh bien, le génocide. Ces personnes ont râlé exactement comme ils râlent aujourd'hui contre l'interdit de l'alcool. Donc vraiment, il y a un décalage phénoménal. Mais bon, est-ce que ça devait fatalement se casser la gueule? Franchement, je reste encore optimiste par rapport à ça. C'est une automutilation, je dirais, et la mutilation, elle est bien là aujourd'hui, et le bras mutilé ne sera pas prêt à repousser demain la veille. Reste-t-il des bastions de résistance au pouvoir d'Erdogan en Turquie, au-delà des partis politiques éventuellement, l'armée, les services, l'administration, la société civile, que sais-je?
Ouais, c'est notre problématique à nous tous. Je crois que tous les observateurs de la Turquie aujourd'hui se posent la même question. Comment ça va finir? Est-ce que ça va finir d'abord? Comment ça va finir? C'est sûr que ça va finir. Mais est-ce que les forces à l'intérieur du pays, ils seront pour beaucoup, ou alors ça va se faire seulement par le truchement de la, de la crise économique et des crises à l'étranger? C'est la grande question. Franchement, sorti des sentiers battus de la politique classique, donc c'est-à-dire le soi-disant opposition, à l'exception bien sûr du HDP, eh bien, la rue turque, hein, appelons ça comme ça, eh ben, elle est plutôt sous l'impression et elle est sous influence en tout cas. Les gens n'osent plus ouvrir la bouche. Donc il y a par-ci par-là, comme à Boğaziçi par exemple, l'université, des zones de résistance, mais elles sont très très limitées. Il y a des luttes écologiques très fortes un peu partout. Elles sont absolument pas coordonnées, mais il y a des individus, par exemple Ömer Faruk Gergerlioğlu, qui n'est pas un Kurde, mais qui était élu donc, dans le cadre de HDP. Eh bien, il a tellement fait de la résistance civile et de l'insoumission à ce que il est devenu un porte-voce de tous les persécutés, quelles que soient les raisons de leur persécution, qu'il a fini en tôle. Il reste un second, là, c'est Sezgin Tanrıkulu, aussi kurde. Ömer Faruk n'est pas kurde. Eh bien, on ne va pas plus loin que ça. Hein. Et depuis Gezi, hein, les gens attendent. Hein, les gens attendent à ce que Gezi revienne. Cela dit, il ne faut pas oublier la hyper concentration de la violence physique dans les mains du pouvoir et du régime. On n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire de la Turquie. L'armée aujourd'hui, c'est vraiment l'armée, c'est une armée qui est au service du régime et pas du tout au service du pays. Idem pour les forces de l'ordre, idem pour toutes sortes de forces plus ou moins légales, les Korucu, les Kurdes pro-régime qui se comptent par dizaines de milliers, sans parler de la mafia, etc. Non, c'est très difficile aujourd'hui vraiment de sortir et de protester dans la rue. La moindre protestation, mais pour une demande minimale, est immédiatement réprimée. Et franchement, je ne vois pas comment les gens pourront créer une dynamique sociétale pour se débarrasser de ce régime. Ça me paraît très difficile. Huguette nous demande le changement de paradigme, et ça s'adresse peut-être à Cengiz, en politique extérieure, est-il destiné à consolider la position intérieure, notamment dans la perspective de 2023 en Turquie? Non, mais on parle très souvent, enfin, les observateurs actuels de la Turquie mettent très souvent, ou trop souvent, je dirais, l'accent sur donc, la fonctionnalité de la politique extérieure par rapport à la politique intérieure. Moi, je crois que la politique extérieure de la Turquie d'Erdogan, eh bien, a sa propre logique. Hein. Donc, ce n'est pas du tout le néo-ottomanisme ou des choses comme ça, mais ils se sentent exactement comme à l'intérieur, ils se sentent mus, destinés par une mission aussi à l'extérieur. Et ça, il le dit. Donc, il y a un mélange
des anciens territoires ottomans, il y a de l'islam, sunnite bien sûr, mais il y a cette idée de mission qui est quand même très forte, qu'il vend aussi à l'intérieur. Mais à l'extérieur, ce n'est pas que des paroles, il agit. Donc, il agit, et il agit à tel point que, comme je disais tout à l'heure, il a derrière lui 80 ou 90% de la population. Il y avait, pendant l'invasion de Afrin, un sondage auprès d'opinion, et on frisait les 80%, 90% qui approuvaient l'invasion de Afrin, donc une terre étrangère, enfin, habitée par les Kurdes. Son autre nom, c'est le mont ou la montagne kurde de Afrin. Alors, on va aller savoir. Donc, non, je crois que, en revanche, cette politique extérieure tombe en morceaux, là. Elle est absolument pas... Elle n'était pas, déjà, dès le départ, elle n'était pas pérenne, elle ne pouvait pas tenir. La Turquie n'a ni les moyens financiers, n'a ni les moyens militaires pour tenir sur autant de tableaux d'opération, enfin de front. Eh bien, et voilà, on voit le résultat. Donc, ils sont coincés partout. Et ça va accélérer là vraiment, donc avec l'économie. Donc, ces débâcles à l'étranger, je pense, vont accélérer le fin de règne. Donc, une question complémentaire à laquelle tu as un petit peu répondu. On parle beaucoup de Recep Tayyip Erdogan. Toutefois, peut-on vraiment faire reposer sur un individu seul le délitement dont vous parlez? L'évolution politique d'un pays ne traduirait-elle pas un mouvement plus général? Est-ce que c'est un mouvement... Tout à fait. Absolument, non mais bien sûr, là les tendances lourdes sont ailleurs, hein, donc on l'a dit, Amit en a parlé, etc. Mais les personnes, c'est pourquoi j'ai cité Castoriadis, donc Erdogan n'est pas, Erdogan n'est pas Gül, hein, Erdogan n'est pas les autres dirigeants, hauts dirigeants du parti au pouvoir au début, eh bien ça aurait été autre chose, hein, pour moi, c'est une évidence. On peut toujours dire, eh bien, Erdogan est un produit, pur produit de la société turque, et la société turque, elle voulait ce genre d'homme, ce genre de dirigeant. Bien sûr qu'on peut le dire, mais lui, je crois, il a imprégné de son sceau vraiment la politique turque et la société, hein, et donc, c'est pourquoi je parlais de la kleptocratie généralisée, et il y est pour beaucoup. En turc, on dit balık baştan kokar, c'est-à-dire le poisson commence à pourrir par la tête. Alors, c'est exactement le cas. Mais je reste persuadé, Ahmet est là, je pense, il a écrit un livre sur Erdogan, mais la personnalité de la personne y est pour quelque chose quand même. Une dernière question peut-être, parce que le temps passe, qui ouvre peut-être sur l'avenir. Je pense que personne ne saura y répondre, mais c'est une fin de règne qui va durer, dit quelqu'un, mais pour aller où? Y a-t-il une hypothèse démocratique possible en Turquie au-delà de 2023, ou est-ce un horizon dictatorial, national-populiste qui se dessine? Je ne sais pas, la personne a lu mes pensées. Moi, je dis ça depuis 2015. Moi, je vois vraiment c'est encore plus catastrophique, mais ça fait partie des options. Tayyip Erdogan lui-même est devenu vraiment un liability, comme on dit en anglais, une bombe à retardement aussi bien pour la Turquie, pour la région, que pour l'Europe, et même pour l'OTAN, avec ses lubies et ses décisions
son fricotage avec la Russie, etc., ses guerres, eh bien, il peut parfaitement être remplacé par un coup d'État, mais dans le sérail. C'est tout à fait faisable, un peu à la Sisi. Donc, un personnage militaire ou pas, fort, bien sûr, dictateur, mais qui sera proche de l'Occident et là, l'Occident n'ouvrira pas la bouche, comme il n'ouvre pas la bouche contre Sisi. Donc, ça fait partie des scénarios. Maintenant, où ça va aller? Alors, Hamid a parlé tout à l'heure d'un phénomène capital que je détaille un peu dans un article pour ceux qui lisent en turc qui s'intitule Note sur le mal fondateur de la Turquie, le mal fondateur étant le génocide des Arméniens dans Birikim du mois d'avril. Eh bien, la Turquie dans ce sens-là, a besoin d'un catharsis exactement comme l'Allemagne post-1945. On n'a pas les données pour ça en Turquie. La Turquie n'a pas été vaincue comme l'Allemagne en 1945. Ce n'est pas du tout la même chose. Je ne sais pas comment ça peut se dérouler, mais cette implosion qui amènera un questionnement général sur ce qui s'est passé il y a 100 ans et plus, sans lequel la Turquie ne s'en sortira jamais, eh ben, c'est peut-être à travers cette implosion qu'on est en train de vivre d'ailleurs, en fin de compte, la société turque est en train d'imploser. Hein. Il n'y a pas la guerre civile, mais ça part vraiment dans tous les sens. Donc, qui est d'ailleurs le cauchemar des Européens. Hein, les Européens qui n'ont rien vu venir, qui n'ont écouté personne, comme disait Étienne, eh bien, ils n'ont eu strictement aucune vision quand ils ont fait la fête et ont fait sauter le bouchon de champagne pour quand la Turquie a abandonné la perspective européenne. Et bien maintenant, aujourd'hui, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, c'est vrai que ils y étaient pour beaucoup dans ce déraillement. Hein, j'en ai parlé. Et maintenant, ils ne savent plus quoi faire avec cette Turquie-là. C'est leur cauchemar que le pays implose. C'est une possibilité. En tout cas, réformer un régime non démocratique, antidémocratique, appelons-le comme on veut, mais un régime qui n'est pas normal, hein, c'est hors de question. Je ne vois pas comment la Turquie pourrait, une Turquie totalement déraillée pourrait revenir en arrière et redevenir un pays normal avec des élections normales. Déjà, les élections qui sont prévues et qui, depuis 2015, c'est le cas, elles ne seront pas normales. Elles seront là pour que Erdogan puisse rester encore pendant 5 ans à la tête du pays. Je ne sais pas s'il pourra rester, si sa santé le permettra, etc. Mais donc la réforme, le retour en arrière, ce que beaucoup de gens en Turquie, des millions de gens espèrent, eh ben, ça me paraît très, très difficile. Voilà. Alors, je pensais que nous pourrions nous quitter sur une note d'espoir, mais ce ne sera pas encore pour cette fois. Mais en tout cas, je crois que nous avons passé 1h30 ensemble très intéressante et je voudrais remercier particulièrement Cengiz Aktar et Hamid Bozarslan qui nous ont vraiment éclairés, Ahmed également, et toutes vos questions qui ont permis de rebondir et d'approfondir cette question qu'on savait qu'on ne résoudrait pas ce soir, mais qu'on aborde pour éclairer les uns et les autres et espérer pour notre avenir commun.
Je rappelle tout juste le livre de Cengiz, Le Malaise turc, qui est paru chez Empreinte, qui est toujours disponible. Le livre de Hamid qui va paraître dans 10 jours au CNRS Éditions, le livre de Ahmet qui est sorti chez Bleu Autour, qui est fort intéressant également. Et je ne peux pas citer tous vos livres, il y a beaucoup d'écrivains ici. Merci donc à tous et à toutes. Et on va se quitter sur ces paroles et on se retrouvera à une autre occasion pour un prochain livre aux éditions Empreinte, j'espère. Voilà, bonne soirée. Vous pouvez nous quitter les uns les autres. Damien, tu peux mettre les micros si les uns les autres veulent se saluer ou s'embrasser sur l'écran.